Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Survivor Series 2017. C'est parti. Quand je dis qu'il faut jamais attendre beaucoup de la part de la WWE, NXT, on pouvait avoir des attentes, on pouvait avoir de la hype et tout. Parce que c'était bon, c'est bien construit, NXT est intelligent, enfin les bookers de NXT sont intelligents. Mais quand c'est dirigé par Vince McMahon, non, je suis désolé, mais n'attendez rien. Et ça, French Wrestling Beast devrait prendre exemple sur ça. Hein. Je fais une dédicace à French Wrestling Beast parce que pendant ses pronostics et tout de Raw, SmackDown et sur leur série, il fait oh, allez, il va attendre ça, on dit Page de retour, ou Nikki Bella et tout. Et au final, il a été déçu. Bah, normal, il attendait trop. Il attendait beaucoup trop. Moi, maintenant, j'ai eu l'habitude avec tout ce que j'ai attendu, etc. Maintenant, j'attends plus beaucoup de choses. Je pronostique juste, j'attends pas des retours, des gros matchs, des spots, parce qu'on sait qu'avec la WWE, on n'aura pas ça. Et j'ai eu raison, j'ai attendu quelques trucs. J'attendais quand même un retour, que ce soit Nikki Bella ou Paige dans la team de SmackDown. Comme je vous l'avais dit sur Twitter, d'ailleurs, si vous n'êtes pas allé sur mon Twitter, allez me follow directement. Et aussi sur ma page Facebook qui sera dans la description. J'avais vu sur mon Twitter que Natalia, un peu comme l'année dernière, je pense que Nikki Bella est annoncée, Natalia l'avait remplacée. Je pense que cette année ça aurait fait pareil, genre Natalia a été annoncée, et puis là elle serait fait agresser ou blesser, et puis quelqu'un serait remplacé comme Nikki Bella ou Paige. Non, absolument rien, aucun retour. Enfin des matchs pas plus ouf que ça, à part un ou deux. D'ailleurs, le meilleur match de la soirée, c'est l'opener, clairement. D'accord. Je voulais être un peu plus hypé, bah non, d'accord, c'est l'opener le meilleur match. Bah, heureusement que j'ai bien profité devant ce match. Mais voilà, faut jamais attendre beaucoup. Qu'est-ce que j'avais dit? J'étais un des seuls à dire ça, que tout le monde disait oh oui, mon dieu, Nakamura, Raw, Triple H, Jungle, oh mon dieu, ça va être énorme. J'étais un des seuls à dire que c'était pas une bonne idée. Ils allaient se faire décrédibiliser à mort. Même si ça aurait fait Dream Match sur Dream Match sur Dream Match, c'était pas une bonne idée car ils avaient fait passer des gens pour des maillons faibles et des gens pour des maillons forts. Voilà ce qui s'est passé avec Strowman. Maillon fort complètement. Il a éliminé Strowman, il a éliminé Nakamura et Rude comme si c'était des putains de jobbers. Avec un seul Power Slam en seulement 2 minutes. Je l'avais dit, j'étais un des seuls à dire que c'était une mauvaise idée. Certes, j'ai surkiffé ce match. Dream Match de partout. Angle contre Cena. Angle contre. Enfin, Cena contre Joe. Triple H contre Nakamura. Triple H contre Rude. Nakamura, Finn Balor. C'est sûr que c'était énorme. Mais ça allait les décrédibiliser. Et l'équipe de SmackDown a complètement été décrédibilisée. Randy Orton, c'est pas grave. John Cena, ça va, il a été décrédibilisé normalement. 2 Angle Slam et un coup de grâce, c'est suffisant. Mais Nakamura et Rude, tu vois vraiment la différence entre NXT et le main roster. Je savais donc. J'espère juste maintenant que Aleister Black et Velvet Injury ne vont jamais partir de NXT parce que c'est ce qui les attend. Voilà ce qui les attend. Ils vont défendre leur brand dans le main roster pour se faire éliminer en 2 minutes. On va tout de suite commencer, franchement, on va pas perdre de temps. J'ai noté le pré-show, comme vous savez, quand il y a des matchs pour le titre, dans le pré-show, j'ai note. Cruiserweight, Enzo Amore a gagné contre Kalisto, j'ai mis 2,5, je vais pas dire plus longtemps. Le New Day, c'était l'opener affronte The Shield. J'étais pas plus hypé que ça pour le match, clairement. J'attendais un bon match, évidemment, une ring, mais pas autant, quoi, je veux dire. C'était vraiment énorme, très étonnant déjà le placement en opener. Mais waouh, match incroyable, des spots de partout, que ce soit le spear de Big A travers les cordes, les suicide dive de Dean Ambrose de partout, à la fin le triple powerbomb du Shield du haut de la 3ème corde sur Kofi Kingston, c'était vraiment énorme, vraiment beaucoup de spots, un rythme aussi effréné. Enfin des fois il y a eu quelques baisses de rythme, mais franchement c'était quand même très regardable. Ils ont sorti le match de la soirée, clairement moi je croyais que ça allait être Uso contre De Bar. C'est le match de la soirée, Shield contre New Day, 20 minutes, très très bon temps. Également. Les New Day, même s'ils ont perdu, ne sont pas décrédibilisés parce qu'ils ont vraiment tenu tête. Vraiment, je croyais vraiment qu'à un moment, ils allaient gagner. Quoi. Je veux dire, Roman Reigns, quand un Biggie il a pété un câble et qu'il a détruit Roman Reigns à l'extérieur de ring, Seth Rollins était KO, il restait le New Day contre Dean Ambrose seulement. Je me suis dit, c'est pas possible. Je croyais vraiment qu'ils allaient gagner à un moment, surtout quand ils ont fait leur finisher, le Big Ending, et Xavier Woods et Kofi qui sautent sur leur adversaire, c'était énorme. Mais non, finalement, triple powerbomb du Shield, victoire du Shield. Heureusement quand même ils n'ont pas fait revenir pour rien, grosse pop évidemment pour les deux équipes. Je crois qu'on a eu des New Day Sucks aussi pendant le match, évidemment c'est normal. Dean Ambrose j'ai noté aussi passer pour le maillon faible, je trouvais ça assez étonnant quand même. J'ai mis 10,5 sur 10, il le mérite complètement. Et là on redescend de 40 étages. Quand je l'avais dit aussi l'année dernière, le 5 contre 5 match traditionnel de Survivor Series n'est pas fait pour les femmes.
je suis pas sexiste, mais niveau in-ring, par rapport aux années précédentes, depuis l'année dernière, niveau in-ring, c'est bien meilleur évidemment avec Asuka ou Becky Lynch. C'est bien meilleur niveau in-ring. Mais niveau booking, encore une fois, ça les fait passer pour des divas. Même pas un finisher, c'est fini quoi, je veux dire. Becky Lynch, la capitaine de SmackDown Live, éliminée par Bayley en petit paquet. C'est une blague. Non mais c'est une vraie blague. Éliminée par un petit paquet par Bayley en plus. What? L'année dernière aussi, je déteste Bayley. L'année dernière, elle avait aussi éliminé Becky Lynch avec un seul Bayley to Bayley, évidemment. Pas du tout crédible. Même elle l'a dit. Son finisher, elle le trouve pas crédible. Comment tu veux croire à cette superstar? Mais encore une fois, c'est Bayley. Becky Lynch éliminée la première. Ensuite, The Legged Boss qui abandonne. Hein, la boss qui abandonne. Elle dit ferme ta gueule et retourne chez ta mère. Nia Jax éliminée par des comptes extérieurs aussi. On s'y attendait pas. J'ai bien aimé le face-à-face entre Tamina et Nia Jax. Je vais pas vous le cacher. Franchement, la brutalité et tout, j'ai vraiment aimé. Mais bon, à la fin, ouais, par des comptes extérieurs, cool quoi. Mais je m'y attendais. De toute façon, soit elles s'y mettaient toutes sur Nia Jax. Ou alors c'était par des Q, bon bah d'accord. Et la fin, oh mon dieu, hyper avec beaucoup de suspense. Hein. Asuka toute seule dans l'équipe d'Euro qui est contre deux, donc Natalia et Tamina. Waouh, Asuka toute seule contre deux lutteuses, on ne sait vraiment pas qui va gagner. Waouh, on ne sait pas que Asuka allait défoncer complètement Tamina et Natalia. Oh non, on ne le savait vraiment pas. De la Tamina qui se fait éliminer. Et comme une merde avec une petite prise de soumission sur le bras là. Et comme une grosse merde. Mais Tamina déjà aurait été le dernier adversaire pour amener un peu plus de hype. Puisqu'elle a quand même éliminé Nia Jax, mais par une petite soumission. Et ensuite avec un Asuka Lock, Natalia éliminée. Asuka qui gagne, on s'y attendait pas du tout. Voilà. La différence entre NXT et le main roster. Asuka à NXT et elle est popée comme jamais. Elle apparaît que 3 semaines. Elle s'en bat les couilles de tout le monde. Elle pense qu'à elle. Elle est face, mais elle s'en bat les couilles. Là, elle vient un main roster. Je vais défendre ma brand. Oui, j'aime Monday Night Raw. Je vais défendre Monday Night Raw. Oui. C'est une blague. C'est une blague. Je me suis ennuyé devant ce match. Je le savais. Je le savais. Si vous regardez mon ancienne analyse de Survivor Series 2016, je m'étais aussi ennuyé. Donc, je me suis encore ennuyé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'attendais pas plus niveau booking. Très mauvais niveau booking. J'ai mis 5,5 sur 10. On va pas discuter 15 ans. Baron Corbin contre The Miz. Petit détail. La Minerve rouge de Bo Dallas. Le petit détail qui fait toujours plaisir, franchement. La Minerve rouge de Kurt Axel, pas de Bo Dallas, pardon. Et il y a Maryse, il y avait Maryse dans le public. La hit couple était réunie. J'étais trop content de voir Maryse. Je l'adore cette meuf, franchement je la kiffe. Et quand elle était là, franchement, oh là là, Maryse. Je peux rien dire de plus. Match plutôt dominé par le Miz. Oui, c'était un peu un 3vs1 pour Corbin parce qu'il avait un peu Bo Dallas et Kurt Axel qui le distrayaient un peu, on va dire. Mais à la fin, Baron Corbin qui gagne. Combien a duré de temps le match? Oui, par End of Days, 9 petites minutes. Encore une fois, assez ennuyante. On n'attendait pas plus. Hein. C'est deux heals. On savait pas que ça, on savait que ça allait pas donner du gros rythme et des gros spots. 9 minutes, End of Days. Victoire de Baron Corbin, on s'y attendait. Il est sur un petit bouge en ce moment. Il enchaîne victoire sur victoire. Le public était bien présent, décidément. Putain, depuis ces 3 matchs, alors qu'ils étaient pas bons là, bah ils sont toujours bons. 5v5 éminent aussi, ils donnaient de la voix. Là encore. Bah putain, waouh, ils étaient hypés, hein, on va se le cacher. Qu'est-ce que je dirais plus? Rien. Ça va pas décrédibiliser de cette défaite, évidemment. J'ai mis 6,5 sur 10, voilà, un peu plus que la moyenne. Et là, je vais faire une petite aparté. En fait, on a eu une interview de Paul Heyman juste après ce match. Je vais pas retenir l'interview, etc. Mais là, je la retiens juste pour noter quelque chose, en fait. Pour noter un peu, enfin, Paul Heyman, pourquoi est-il aussi bon? Ce qui fait que Paul Heyman est aussi bon, c'est que tout le monde peut dire: ah oui, c'est vrai qu'en face, mon adversaire est bon, mais moi, je suis le meilleur. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde, même Kurt Hankins, le lendemain, il peut dire ça tranquille. Mais ce qui fait que Paul Heyman est aussi grand, il est aussi il est aussi grand, il est aussi reconnu dans ce qu'il fait, c'est parce qu'en fait, il est confiant dans ce qu'il dit et il croit en ce qu'il dit. Et ce qu'il dit peut arriver, il est vraiment confiant et c'est réel, quoi. Et en plus, je veux dire, il complimente complètement AJ Styles, il dit ce show va être incroyable, AJ Styles c'est phénoménal, etc. Même après le show, il a dit si vous n'aimez pas AJ Styles, vous n'êtes pas fan de Kurt, parce que ce mec est le meilleur au monde, etc. Il dit carrément que ce mec est le meilleur au monde. Mais vu que la confiance qu'il a en son avocat, en Brock Lesnar, il dit oui, c'est AJ Styles, il est phénoménal. Mais en face de lui, il y a la bête Brock Lesnar et on y croit. Il pourrait même faire ça avec Kurt Axel, on y croirait parce que il croit en ce qu'il dit, c'est Paul Heyman. Et c'est ça qui fait de lui qu'il est beaucoup plus grand, beaucoup
bien meilleur que les autres. C'est vraiment qu'il croit en ce qu'il dit. Voilà, je vais faire une petite aparté juste pour ça parce que vraiment c'est ce qui fait que Paul Heyman est aussi reconnu dans ce qu'il fait. Voilà, bravo encore Paul Heyman, il m'a encore impressionné. Juste dans une promo, il m'impressionne. On va passer au quatrième match de la soirée, je crois. Les Usos affrontaient The Bar. J'attendais un peu plus une ring quand même. Mais c'était un très très bon match. Ça a duré combien de temps? 15 minutes, je crois. Juste un petit point. La crête de Sheamus. Littéralement, je l'ai comparé à une jante de voiture. Hein, voilà, une jante, vraiment une jante de roue de voiture. Vraiment, pour moi c'était ça. Une moitié de jante de roue de voiture. C'était vraiment dégueulasse, sa crête. Pour le coup, your look was very stupid. Hein. Ton look est vraiment idiot, Sheamus. Pas de cacher, vraiment. Franchement, c'était un très très beau match. Bien rythmé, les 4 ont été très résistants. Ils ont eu leur moment de gloire, les deux équipes ont bien dominé. La fin, explosive. Ça part en couille avec Cesaro et Sheamus qui sont dominés. Usos Super Kick Party, on connaît Super Kick Party des Young Bucks. Bah là c'est la Super Kick Party des Usos. Des Super Kicks de partout sur tout le monde. Un des Usos qui saute avec Cesaro pour en splash et tout pour le terminer. Et à la fin, Usos splash sur Sheamus. Victoire des Usos incroyable. Les Usos ont vraiment été acclamés par la foule. Et vraiment, c'est ce que j'ai noté, ils ont vraiment repris leur gimmick de face pendant ce match. De dire, ils refaisaient l'ancienne cheer, je sais pas comment on appelle ça en français, de ouh, et le public il dit sauce. Vraiment, ils ont vraiment repris leur gimmick de face et tout. Leur ancienne prise aussi, le Uso Splash, alors qu'avant ils faisaient un autre truc aussi, enfin en heel ils font des autres prises. Leur ancienne prise, ils étaient de retour, etc. en face. Et acclamés vraiment comme jamais. Là, vraiment, les Usos sont vraiment très bons dans ce qu'ils font. Voilà, ils sont heal, mais ils sont acclamés comme pas possible. Bravo les Usos, vraiment Usos. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Jimmy et Usos sont une des meilleures équipes actuellement à la WWE. On peut pas faire mieux. Les Usos, incroyable. 16 minutes vraiment kiffantes. Les deux équipes, on savait qu'elles allaient nous vendre un bon match. Elles l'ont fait. J'ai mis un très bon 9 sur 10, il le mérite. Charlotte Flair affronte Alexa Bliss. Tout le monde s'est dit, ah bah oui c'est bon. Oh non, je voulais pas de Nathalie Alexa Bliss, mais par contre Charlotte Flair Alexa Bliss ça va être énorme. Le match de l'année, oh mon dieu, les deux meilleurs romance. On est à la WWE, n'oubliez jamais ça les amis, on est à la WWE. Ils vont pas nous vendre un match 5 stars, noté par Dave Messler, 6 étoiles et demie sur 5. Ce match a duré trop longtemps. Je me suis ennuyé, mais alors... Oh, je me suis jamais cru dire ça un jour, mais... Charlotte Flair à Alexa Bliss, je me suis ennuyé devant ce match. 15 minutes, rythme très lent, dominé par Alexa Bliss d'ailleurs, donc on sentait la victoire de Charlotte Flair arriver. Dominé totalement par Alexa Bliss, enfin étonnant quoi. Rythme lent avec Alexa Bliss qui fait des prises de heal, mais à 2 à l'heure. Des botches aussi, je veux dire. Quand Alexa Bliss fait son DDT, donc son finisher sur Charlotte Flair et puis qu'ils sont vers les cordes. Ensuite Alexa Bliss veut prendre la jambe droite de Charlotte Flair, mais c'est non, faut que je prenne la jambe gauche parce que en gros elle était près des cordes, donc Charlotte Flair pour casser le tombé elle devait mettre sa jambe droite sur les cordes, donc elle voulait prendre la jambe droite, mais après en fait elle a pris la jambe gauche parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait fait une erreur. N'importe quoi, il y a beaucoup de botches avec Charlotte Flair et Alexa Bliss. La fin, big boot de Alexa Bliss, non de Charlotte Flair sur Alexa Bliss, enchaîné par un figure 4 A-lock. Enfin figure A-lock. J'aurais bien aimé qu'elle fasse pas abandonner Alexa Bliss parce que même si Charlotte Flair en face d'elle, ça aurait été bien de pas la faire abandonner quand même. Un big boot aurait suffi. Mais je me suis ennuyé. Putain, qu'est-ce que le rythme était lent. Oh, mais j'ai fait autre chose, hein, je vous le dis. Hein, j'ai fait autre chose pendant ce match, j'étais ennuyé en fait. Il y avait rien à retenir. Rien à retenir du match. Si, retour du Natural Selection, on a eu un Natural Selection de Charlotte Flair. Victoire de Charlotte. Même 15 minutes, c'est vraiment un bon temps pour les Women's maintenant. Mais c'était trop vite, il s'est rien passé quoi. Il n'y a rien à retenir. Dans 2 semaines, ce match, j'ai oublié, hein, c'est fini. Hein. Enfin, même ouais, demain, j'ai oublié ce match. Hein. Absolument rien à retenir. J'ai mis 6 sur 10, voilà, il mérite absolument pas plus. On passe déjà à l'avant-dernier match. Quand j'ai vu fin de Charlotte Flair et Alexa Bliss qu'il restait que 2 matchs, je me suis dit, putain, déjà, il reste que 2 matchs. C'est passé hyper vite, franchement, je me suis ennuyé devant quelques matchs. Mais c'est vraiment passé très vite le show. On passe à Brock Lesnar contre AJ Styles, le Universal Champion contre le WWE Champion. Le match était brutal à souhait. C'était un viol, comme dirait Jordan. C'était un viol intersidéral. AJ s'est fait dominer, mais il s'est fait violer. On va pas, mais il s'est. Et puis AJ qui fait du très bon selling, il vend très bien les German suplex. En même temps, comment tu veux pas bien les vendre? Je pense que le mec s'est vraiment fait mal.
est-ce que vous avez vu les German Suplex que AJ Styles s'est prise? Je crois que c'est les German Suplex les plus dangereuses. Et putain, mais Brock, mais fais attention à ton adversaire. Aide ton adversaire à se réceptionner, mec. Putain, mais à chaque German Suplex, je me suis dit, c'est pas possible, il va tuer AJ. Putain, mais Brock Lesnar, ne jette pas AJ comme ça, comme une merde. Aide-le à se réceptionner. Maîtrise ta force, putain, c'est pas Samoa Joe que t'as en face de toi là. Maîtrise ta force, AJ. Enfin, maîtrise ta force, Brock. Évidemment, avec Brock et AJ sur la même affiche, avec la promo de Daniel Bryan à mardi SmackDown Live, à SmackDown Live mardi plutôt, la hype était présente, on va pas se le cacher. Mais ce qui m'a un peu ramené à la raison et dire que Lesnar allait gagner, c'est le score. Je veux dire, cette année ils ont fait voilà, le score entre Raw et SmackDown Live. Quand on arrive à ce match, on était à 3-2 pour SmackDown Live, il restait un seul match. En comptant celui-là, il restait un seul match, ensuite c'est le main event. On savait très bien que Lesnar allait gagner. Ça aurait pu faire un peu plus de suspense qu'ils le mettent ailleurs. On savait très bien que Lesnar allait gagner. C'est ça qui m'a un peu ramené à la raison et dégoûté parce que je me suis dit, bon, il peut faire Phenomenal Forum, tout ce qu'il veut, Lesnar va gagner. Mais ce match, mais les German Suplex, non, franchement, j'ai vraiment flippé ma race pour AJ. Quand Cora dit que les petits gabarits sont pas faits pour se prendre des German Suplex, putain, c'est vrai quoi. Mais Brock, et ça se voit, mais ça se voyait tellement long, que ça fait tellement longtemps que Brock n'a pas fait un vrai match. Le mec ne sait pas réceptionner les prises de AJ. Il a botché le Phenomenal Forearm, il se l'est mal pris. Il a botché les coups de pied de AJ. Il a botché toutes les prises de AJ. Il les a mal réceptionnées, il les a mal prises. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un vrai match de catch. Ça se voit que à part Suplex, F5 et Spear, il sait rien faire d'autre. Il sait pas se prendre d'autres prises que Spear, Jackhammer ou Power Slam. Il sait rien se prendre d'autre. Ça s'est vu dans ce match, beaucoup trop de botch dans ce match. Mais Lesnar très résistant, il a résisté au Phenomenal Forearm, je crois que c'est le premier mec qui a résisté au Phenomenal Forearm. Un des premiers en tout cas. Il a résisté d'autre aussi au Calf Crusher. Vous savez que je chronomètre les matchs à la seconde pour Brock Lesnar. 15 minutes 18, c'est énorme bordel. Je crois que c'est le plus long match de Brock Lesnar depuis WrestleMania 32 face à Dean Ambrose, je crois, mec, même que Dean Ambrose soit... Non, je crois vraiment que c'est le plus long match de Lesnar depuis même 2015, je crois. Énorme, 15 minutes 18. AJ s'est quand même bien fait défoncer pendant les 6-7 premières minutes avec les souplex, etc. Il s'est fait violer. Mais il va pas être décrédibilisé à cause de cette défaite parce qu'il a vraiment bien tenu tête à Lesnar. Après, pendant tout le reste du match, il a vraiment dominé Lesnar de bout en bout, même s'il botchait les prises. Voilà, Lesnar très dominant qui résiste au final à Forearm et tout. Et à la fin, donc F5 de Brock Lesnar quand AJ retente un second Phenomenal Forearm. Lesnar le prend dans les airs. F5, victoire de Lesnar prévisible. Mais c'était quand même un match très brutal. J'ai bien apprécié malgré le mauvais selling et les botches. C'est un peu con de la part de Lesnar. J'ai quand même mis un 7,25 sur 10. Et le main event, la carte sera, je vais pas vous dire tous les noms. C'était Dream Match sur Dream Match sur Dream Match. C'était très évidemment. C'était kiffant pendant au moins les 10 premières minutes, c'était que ça. Donc en gros, ils teasaient beaucoup de matchs pour les années à suivre. On avait eu du Roode, Triple H, on avait eu du Nakamura, Triple H, Nakamura contre Balor, John Cena contre Kurt Angle, énorme. Samoa Joe contre John Cena, sachant qu'ils ont débuté ensemble dans la même école, etc. Vraiment énormissime. On a eu vraiment beaucoup de Dream Match. Et là, ça par contre, j'ai pas beaucoup aimé. Au bout de 10 minutes, t'as Nakamura qui entre dans la ring avec Braun Strowman. Et au bout de 30 secondes, Power Slam, Nakamura se fait éliminer en seulement 30 secondes. C'est une blague. J'étais voilà, un des seuls à dire que c'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Nakamura s'est fait éliminer en un seul Power Slam en 2 minutes. Roule ensuite entre en 1 minute. Il se fait exploser par Braun Strowman aussi. Orton aussi quelques minutes plus tard qui se fait également battre par Braun Strowman en seulement un Power Slam. C'est bien parce que là on sent qu'ils veulent recrédibiliser Braun Strowman. Ils le refont passer pour un monstre. Par rapport à l'année dernière, il n'a pas été éliminé, il est resté survivant jusqu'à la fin avec Triple H. Mais c'est mauvais quoi, ils ont pas mis en avant les catcheurs qui en avaient besoin et qui le méritaient. Nakamura, Roode et Orton pour moi ont été complètement décrédibilisés. Même si c'est Braun Strowman en face d'eux et qu'ils le font passer pour un monstre, etc. Pour moi, ils ont été crédibilisés parce que, enfin, par rapport à NXT, là, en un seul Power Slam, ils sont restés 30 secondes à peine. Pour moi, ils se sont fait complètement décrédibiliser. Nakamura et Roode, pour moi, ils sont plus au sommet de leur art comme ils étaient à NXT, quoi, franchement. Et puis, on a vraiment eu plus de domination et vraiment, les gars qui ont été le plus mis en avant, c'est vraiment l'autorité. Shane McMahon, Kurt Angle,
et Triple H. C'est eux vraiment les trois qui ont été vraiment les trois images du match, on va dire. C'est vraiment eux qui ont vraiment été le plus mis en avant en fait. Parce que si tu vois Nakamura, Cena, Rude et tout, ils ont été éliminés en seulement 2 minutes. Cena encore, c'est bien, il s'est fait éliminer crédiblement avec 2 Angle Slam et un coup de grâce. Samoa Joe également avec 2 Attitude Adjustment par John Cena en plus, parce que ça nous dit un match pour les prochains mois. Très très bon. Au niveau du spot aussi, on était pas mal. Le Power Slam, non, la souplex de 5 superstars de SmackDown qui s'y mettent pour faire une souplex à Brock Lesnar pour le faire passer à travers la table des commentateurs. Ça, c'était un spot aussi. Les spots, c'est les face à face. Le Cena contre Angle en 2017, c'est vraiment énorme. Nakamura, Balor, Road, Triple H aussi énorme qui se sont fait un combat de Spinebuster. La fin, c'est Triple H qui trahit Kurt Angle. En gros, Shane McMahon est le seul à rester. D'ailleurs, on a une petite intervention de Kevin Sami Zayn qui fait toujours plaisir. C'était prévisible, mais elle fait toujours plaisir. Même si je trouve que franchement, ils ont été passés pour des merdes en fait, puisqu'ils se sont fait dominer par Shane McMahon. Certes, il avait une chaise, mais le mec n'est pas catcheur. Et à deux, ouais, ils sont restés 30 secondes, ils se sont fait tège par Shane McMahon. C'était vraiment une petite attaque qui a un peu plus fatigué Shane McMahon. De toute façon, il n'avait pas de chance, il était tout seul. Donc Shane McMahon contre Triple H, Kurt Angle et Braun Strowman. On savait qu'il allait se faire défoncer. Franchement, au niveau enculage, au niveau comment il s'est fait défoncer, j'attendais plus en fait. On a eu quelques coups de poing entre Triple H et Shane McMahon, alors que j'aurais voulu bien plus, sachant que c'est vraiment Triple H qui représente trop et SmackDown est représenté par Shane McMahon, donc j'attendais vraiment plus. En plus, ils sont beaux-frères et on sait qu'il y a vraiment des tensions réelles entre eux dans la vraie vie. Kurt Angle et Shane McMahon se sont à peine frités. Braun Strowman, on n'en parle pas, il a pas tellement affronté Shane McMahon. J'aurais au moins voulu qu'il le fasse passer à travers une table, Shane McMahon, quoi, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, c'est lui qui a organisé le Under Siege, c'est lui qui a détruit Shane McMahon, il a mis en tension Raw, c'est à cause de lui que Stephanie McMahon est revenu, c'est à cause de lui que Kurt Angle d'ailleurs aurait pu perdre son poste si la team de Raw n'aurait pas gagné. Donc j'attendais vraiment qu'il se fasse passer à travers des barricades, que Braun Strowman lui fasse au moins une Power Slam qui le détruise. Je sais pas quoi penser de ce match. Vraiment, j'ai surkiffé parce que avec tous les Dream Match qu'on a eu et tout, c'était très bon. Mais les éliminations étaient bien trop rapides. Franchement, Nakamura et Rude, tous les nouveaux catcheurs du main roster et puis tous les catcheurs déjà n'ont pas été mis en avant quoi. Balor, Joe aussi, le premier éliminé, Rude, Nakamura, ils n'ont pas été mis en avant. Le plus jeune de l'équipe de SmackDown était Randy Orton, la terre des opportunités, le plus jeune il y a 37 ans, d'accord. Merci, au revoir, on repassera hein, pour l'originalité. Et puis le in-ring n'était pas présent quoi. Pendant encore les 10 premières minutes, c'était Dream Match sur Dream Match. Et après, on a eu les premières éliminations et puis le rythme était assez lent, il commençait déjà à se regarder. On a eu quelques accélérations de rythme, mais c'était pas énormissime. Donc le in-ring et le rythme n'étaient vraiment pas présents. Donc la fin, c'est Triple H. En gros, on a Kurt Angle contre Shane McMahon. Kurt Angle qui ankle lock Shane McMahon, voilà, qui lui fait sa prise de soumission. Et là, Triple H qui pète un câble et qui trahit son équipe et qui fait un pedigree sur Kurt Angle, donc qui élimine Kurt Angle. Ça tease évidemment un match entre les deux à WrestleMania 34. Il y en a qui disent qu'ils sont pas épais, je sais pas pourquoi t'es pas épais, mec, t'es quand même Triple H contre Kurt Angle pour un match à WrestleMania. J'espère que ce sera un new DQ, etc. Mais il y a le temps de le construire évidemment. Je pense que le match sera pour le poste de général manager de Kurt Angle, je pense, ou de Triple H. Mais bah, ça le tease. Et à la fin, donc on a Triple H qui genre il aide. Donc il reste plus que Triple H et Braun Strowman du côté de Raw. Triple H il aide genre Shane McMahon à se soulever, on croit à une trahison et puis non, en fait pedigree sur Shane McMahon et la victoire va à Monday Night Raw. Très bien, Braun Strowman n'a pas été éliminé et voilà, c'est deux survivants, c'est Braun Strowman et Triple H. Et à la fin, même pendant tout le match, quand Triple H a trahi Kurt Angle et quand il a commencé à aider Shane McMahon, Braun Strowman était comme ça en mode mais qu'est-ce que tu fais gros, mais qu'est-ce que tu fais là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce... Et c'est vraiment la réaction qu'on a tous eu quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Dream Match sur Dream Match, mais le in-ring n'était pas là. Alors qu'avec tous les superstars qu'on a eu, on aurait pu faire le match de l'année, sérieusement. Triple H qui trahit Kurt Angle, je sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison qu'il le trahisse. On n'a pas eu d'intervention de Jason Jordan, ça bon, ça peut être un point, enfin c'est neutre quoi, ça m'en bat les couilles. Et après donc à la fin du match, après la victoire de Raw, t'as Braun Strowman qui prend Triple H, enfin il le met dans le coin et tout. D'ailleurs Triple H qui a peur en mode oh mon dieu, genre il se fait engueuler par son père quoi, genre vraiment. J'ai trouvé vraiment qu'il a survendu. D'ailleurs, oui, c'est un point négatif. Je trouve que Triple H a vraiment survendu les prises de Braun Strowman. Car ensuite, quand il a fait peur, Braun Strowman lui dit tu me refais plus jamais ça, tu me trahis plus jamais, etc. Et ensuite, Braun Strowman enchaîne avec deux Power Slams. C'est donc Braun Strowman qui célèbre à la fin la victoire de Monday Night Raw. Mais voilà, quand je dis qu'il survend Triple H, c'est vraiment il a survendu les prises de Braun Strowman. Car parce qu'à la fin, il arrive plus à se soulever. Et puis
il faisait une crise cardiaque. Et puis à la fin du show, quand la caméra a été coupée, le mec vraiment, il a fait genre ça son truc habituel. Et puis il est tombé, et puis il a survendu. Vraiment, Triple H a vraiment survendu les prises de Braun Strowman. Braun Strowman est le seul à célébrer à la fin. Aucune victoire pour Shane McMahon depuis son retour en 2016. Et comment va réagir Shane McMahon? Comment va réagir SmackDown Live? Car c'est la victoire de Raw pour ce show, 4-3. Comment va réagir Shane McMahon pour sa défaite à lui, pour la défaite de SmackDown Live, alors que le mec c'est lui qui a tout commencé, Understood, etc. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Le note du match, c'est un bon 8,75 sur 10. Et la note du show, un 7 sur 10. Voilà, donc c'est pas mauvais. C'est pas un mauvais show, franchement. Mais c'est pas non plus un bon, quoi. Parce qu'on attendait des retours dans le match 55 féminin ou masculin. On attendait plus de spots, des matchs plus rythmés. Donc c'est un 7 sur 10. Il le mérite. C'est pas un mauvais pay-per-view. C'est pas un bon. En fait, c'est un pay-per-view. Il est pas au niveau du Big Four, mais c'est un pay-per-view normal de type pay-per-view mineur, quoi. C'est voilà, ce que les pay-per-view mineurs devraient être tout le temps. Et normal, 7 sur 10, c'est un passé de plus. Il n'y a pas eu de. Voilà. Comme ça. Voilà. Il n'y a rien, aucune surprise, etc. Les points négatifs, c'est que le main event était bien trop court. L'opener, c'était le meilleur match, d'accord. Tu mets le meilleur match en opener. Certes, c'est pour nous hyper, mais quand même, tu peux le mettre un peu plus tard dans le match, puisque c'était vraiment le meilleur match. Je me suis dit, d'accord, si on commence par ça et tout, on va avoir bien meilleur. Absolument pas, on n'a absolument pas eu meilleur. Même le main event était bien moins bon, mais c'était aussi un des plus longs matchs. C'est bien, mais si les matchs auraient pu durer longtemps, mais quand même, les matchs étaient quand même assez longs. Les women sont pas négatifs aussi, qui ont été décevantes. Leurs 2 matchs ont été vides et il s'est rien passé. Mais en point positif, que les matchs ont été longs, évidemment, ça c'était aussi un point positif. Mais trop long, comme pour les 2 matchs de women's, par exemple, on aurait pu mettre quelques minutes qui ont été accordées aux women's, on aurait pu les mettre dans le match du main event. Et puis on parle du kick-off, Matt Hardy qui se fait battre par Elias, ça n'a aucune importance, mais Matt Hardy est revenu, on croyait tous qu'il allait être broken, il revient pour être en kick-off devant une salle à moitié vide pour être battu par Elias. J'aime bien Elias, mais tu vas pas Matt Hardy, quoi. Matt Hardy, t'acceptes de te faire battre par Elias en pré-show, mais c'est une blague. Oh, rebelle-toi un peu, Matt, quoi. Rebelle-toi, quoi. Bon, c'est la fin de l'analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du show. Combien vous le noteriez? Si vous le noteriez sur 10, dites-moi la note que vous lui mettriez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager, je dis pas souvent, mais à partager à vos amis, fans de catch ou pas, la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas vraiment à partager beaucoup la vidéo. Laissez vraiment de gros pouces bleus si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vous le rappelle, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Le prochain pay-per-view, c'est Clash of Champions qui sera le 17 décembre, qui sera accordé à SmackDown Live. Pay-per-view pas décevant, mais il n'était pas à la hauteur d'un Big Four, il n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait possiblement attendre. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook où je mets les miniatures en exclusivité, des extraits de vidéos en exclusivité aussi, des images assez drôles. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter, à aller me follow sur mon Twitter car j'ai mis d'ailleurs toutes les analyses et mes ressentis sur le pay-per-view NXT TakeOver. Le meilleur match pour moi de l'année, c'est Aleister Black contre Velvet Dream. Allez voir sur Twitter, j'ai dit pourquoi pour moi c'est le meilleur match de l'année, Aleister Black contre Velvet Dream. N'hésitez pas donc à aller me follow sur Twitter. Merci d'avoir regardé les vidéos, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.